aujourd'hui, on va discuter avec un styliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mickaël Carpin. Mickaël, ça va? Très bien, salut pour cette invitation. Avec plaisir, on démarre bien l'année ensemble. Génial, vraiment. Mickaël, t'es styliste, comme je disais. J'adore ton travail, tu as quelque chose de très singulier, tu es très visionnaire dans tout ce que tu fais. Il faut rappeler que tu accompagnes des personnalités aussi bien de la mode, je pense à Cindy Brunard, je pense à des mannequins comme Jordan Barrett, Noémie Lenoir pour certains éditos, et aussi des footballeurs, Achraf Hakimi avec qui tu avais fait l'officiel, il me semble. Ce qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est ta vision et la façon dont tu gères les talents et leur image, en tout cas en termes de stylisme. Là, clairement, aujourd'hui, on va parler de ton travail, de toi aussi, de ta personnalité, parce que tu es rare. Et c'est un truc qui est d'autant plus rare en 2025, d'avoir quelqu'un qui, justement, préserve un peu sa vie sur les réseaux sociaux, etc., et qui expose vraiment ce qu'il fait dans le cadre de son travail uniquement. Et dans une troisième partie, un peu ta vision sur la mode d'aujourd'hui, ce que tu en penses, justement, à travers les réseaux sociaux. Donc là, j'ai fait une présentation assez globale et je voudrais savoir, moi, ce que j'aime bien demander en général aux talents, c'est de se présenter, de savoir comment ils se présenteraient en quelques mots. Qu'est-ce que tu dirais de toi? Déjà, je m'appelle Mickaël Carpin, je suis un autodidacte. Je pense que je suis né du rêve. Et c'est le rêve qui m'anime plus que tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc oui, c'est ce qui me tient, c'est ce qui tient mon parcours. J'aime rêver, j'aime que les autres rêvent et c'est très important pour moi. Qu'est-ce qui t'a amené au stylisme de mode justement? Ton parcours c'est quoi? Comment tu es arrivé là? En vrai, je trouve que j'ai le parcours un peu, on va dire, bateau, entre guillemets. J'ai eu un accident de voiture quand j'étais jeune, j'avais 8 ans. Je suis resté un an à l'hôpital, donc du coup, je voulais vivre ma vie sans penser à demain, parce qu'évidemment, chaque matin quand je me lève, je me dis tout pourrait s'arrêter. Donc du coup, c'est important de s'exprimer, de ne pas laisser les autres nous mettre dans des cases, de vivre tout simplement. Et est-ce que par exemple tu as fait une école? Comment ça s'est passé? Tu es autodidacte? Je suis vraiment autodidacte, ouais. C'est-à-dire que en fait, je viens d'une famille où j'avais une maman qui avait des rigueurs sur l'image, une tante qui était mannequin, donc du coup petit, j'ai pu voir certaines choses qui aiguisaient mon œil. Mais je pense que depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours essayé d'être différent. J'ai cultivé ma différence, j'ai jamais aimé la notion de copier ou de regarder ce que l'autre fait. Je pense que c'est hyper important de s'exprimer à sa façon. Est-ce qu'il y a des designers qui t'ont inspiré au tout début? Oui, évidemment. J'ai beaucoup aimé Jean-Paul, Paul Gaultier, j'ai beaucoup aimé Paco Rabanne, j'ai beaucoup aimé Karl Lagerfeld. J'ai été même à la sauce, regarder ce que faisait Claude Montana. J'ai beaucoup aimé la liberté de Jean-Paul, j'ai beaucoup aimé le côté incisif de Karl. Quand il s'exprimait, parce que pareil, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, justement. Je pense que c'était sa volonté, mais très cash. Comme je suis un peu là, ouais, c'est ça. Aussi, je dis, Mickaël, il ne faut pas trop parler. Mais c'est ça, tu as une vraie liberté de parole et de style aussi. Tu es très sincère dans ce que tu fais. J'essaye, parce que je pense que en vrai, le style, ça dit tellement de choses. Des fois, quand on n'a pas envie de s'exprimer, qu'on n'a pas envie de parler, on laisse l'interprétation. Et le style laisse l'interprétation, il y a plein de messages. Est-ce qu'il y a, donc on parlait des designers, mais des périodes charnières qui t'ont influencé dans ton travail? Les années 90, forcément. Je suis des années 90. Et puis j'ai toujours été regardé tout ce qui se faisait avant, 80, 70, 60. J'ai toujours aimé l'élégance en fait, du coup. Alors l'élégance passe par le vêtement, mais par tellement de choses en fait, au final. Il faut toujours aller plus loin dans les recherches, je pense, de son époque. Et comme je disais, tu accompagnes beaucoup de personnalités dans leur image, dans leur travail. Comment tu définirais toi ta signature? J'aime mieux que les autres la définissent en fait que moi-même. C'est vraiment ce que je revendique en fait au final. Après moi, vraiment c'est la liberté. C'est-à-dire que je ne veux pas penser qu'il faut un moment, une occasion. Je pense que chaque jour est une occasion, chaque jour
jour on se lève, on respire, on est vivant, c'est une occasion. Et justement, tu as un style très singulier, toi. Que dit-il de toi? Il dit amusez-vous, on ne sait jamais ce qui va arriver demain, amusez-vous. Je pense que vraiment il faut s'amuser, vivre, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie fait demain. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le Covid ou avoir un accident ou visiter quelqu'un à l'hôpital pour se dire ah ouais, j'aurais pu le faire. Non, il faut juste le faire. Comme je disais tout à l'heure, tu es très discret. Je crois que Esquisse a été un des premiers médias, même à qui tu as fait une interview. Je n'ai pas vu beaucoup de contenu et j'étais ravie en fait qu'on puisse discuter ensemble. Ce côté justement low-key, je voulais savoir qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, cette prise de recul dans ton travail, cette déconnexion. Sincèrement, j'ai jamais pensé qu'un look faisait de quelqu'un, de donner un statut. Je pense que c'est de l'amusement, c'est de l'esthétisme, justement, il ne faut pas se prendre ça au sérieux. Tu es styliste et aussi creative director. Je voudrais savoir selon toi quelles sont les qualités pour exercer ce type de métier. Déjà, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, je dirais qu'en fait, tu as une plus-value sur la vision, en fait, au final, parce que tu peux être styliste et être exécutant. Pas avoir de proposition, donc on te dit je veux ça ou il faut faire comme ça. Bon, parce que justement, pour expliquer aux personnes, creative director, qu'est-ce que tu ajoutes toi au stylisme? J'aime apporter ma touch et puis surtout la vision que j'aurai, l'interprétation que j'ai envie de faire des talents. Et puis l'humeur du jour, du moment, c'est hyper important pour moi de pouvoir déposer ça sur la table. Et puis comme c'est que de l'amusement, je vois ça comme un échange. Et justement, oui, il y a un truc d'hyper humain quand tu es en rapport avec la personne et que tu lui proposes, parce que c'est ça aussi, comment ça se passe. Est-ce que tu respectes un peu le style de la personne ou tu la sors vraiment de sa zone de confort? Moi, j'aime les gens. Au départ, je vais toujours aller. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un que je ne comprends pas ou que je ne sais pas lire, en fait, parce que des fois, je n'ai pas besoin qu'on dise des choses pour les comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, qu'il faut aller creuser, comprendre une certaine finesse, en fait. Et puis, je pense que le pire à la même, c'est que j'aime les gens. Du coup, et quand tu aimes les gens, en fait, du coup, tu sais quoi déposer sur la table et quoi leur apporter. Et puis, il y a ce rapport de confiance aussi. Absolument. Que tu développes. On développe avec le temps, et puis je pense qu'il faut se faire confiance. De toute façon, ce métier, c'est comme un couple. Quand tu travailles avec un talent, c'est une relation. C'est pas une relation amoureuse, mais c'est au-delà. Et je pense que sans confiance, moi je suis le deuxième œil des talents, je le dis toujours. C'est comme ça que je me considère, même avec les photographes. Je me dis, parce que tu ne vois pas, moi je le vois en fait. Donc c'est pour ça justement qu'on est ensemble. Tu parles beaucoup depuis tout à l'heure de la liberté. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que c'est un maître mot au quotidien dans ton travail. Ce mot liberté, qu'est-ce qu'il représente vraiment pour toi? C'est-à-dire en fait, dans la pratique, vraiment pour que les gens comprennent, quand tu choisis des looks, quand les marques ne te les imposent pas, tu vois comment tu t'adaptes en fait au talent avec qui tu travailles ou tu collabores sur une soirée ou sur un édito? En fait, je trouve que c'est instinctif tout ça. J'ai du mal avec le mot dessus. Tout ce que j'essaie de rapporter, c'est justement d'enlever toutes les barrières que la vie va nous mettre. Parce que c'est vrai que on va oser ou pas oser, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, c'est notre vie, c'est notre moment, il faut le saisir. Il ne faut pas penser à ce que l'autre va penser. Il faut juste penser à son envie du moment. Qu'est-ce qui va nous faire plaisir? On ne fait pas des choses pour les autres, on fait d'abord pour nous-mêmes. Et du coup, je pense que vraiment, quand tu fais les choses pour toi-même, c'est diminuer la vie des autres. Et ça, c'est le plus important et ça permet de. C'est ce que j'appelle la liberté, moi, c'est la liberté stylistique. Et c'est vrai que je tournais toujours un peu autour du pot, mais ta ligne, tu la définirais comment? Qu'est-ce qui va revenir dans attention quand on t'envoie un lookbook, une collection? Est-ce qu'il y a un élément commun qu'on retrouve à chaque fois? Je suis toujours resté très fort. C'est vrai, j'ai du mal à baisser mes expectations, comme on dit.
Et je vois toujours le maximum et le mieux pour les autres en fait. Bon, alors peut-être pas pour moi, mais pour les autres en tout cas je le vois. Et je leur dis aussi souvent la même histoire, si demain tout s'arrête, on va à cet événement, on a un crash de voiture et tu n'existes plus, tu le refais. On va rentrer au cœur de son travail, mais tu collabores avec, on parlait de Cindy Bruna tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec elle? Savoir comment ça s'est passé, dans quel cadre? Alors Cindy, moi je l'ai dans ma carrière, elle était jeune, elle avait 17 ans. On la voit là justement, on voit travailler avec elle. Donc Cindy, quand je la rencontre, elle a 17 ans et moi je suis assistant dans un studio. Elle vient pour un casting et au final casting pas structure parce que personne ne voit son potentiel. Et moi quand je la vois rentrer, je me dis waouh, ça, on voit pas ça tous les jours. Donc du coup, j'ai abandonné mon travail. Je vous avoue que j'ai été viré ces jours-là de mon job d'assistant parce que je suis parti la voir. Et j'ai même fait la remarque au photographe en lui disant mais ça, c'est une star, c'est pas un mannequin comme les autres, c'est pas quelqu'un qui en donne pas l'attention. Et après on me dit non et on referme la porte. Et je m'étais pas trompé parce que je voyais en elle, du coup, c'est pas ce que je voyais en elle, c'est que moi quand Cindy démarre, elle est propulsée sur les plus grands défilés, travaille avec les plus grands photographes, les plus grandes marques, et moi j'y passe plus dans ma carrière. Donc en fait j'ai un peu du mal aussi à venir la voir et me proposer des services. C'est en voyant en final que en final personne n'avait de vision pour elle, vous savez, en fait elle va être mannequin. Les mannequins c'est un job, donc du coup on ne voit pas le facteur star des fois, et du coup les gens ne vont pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes une fois que la fille est faite, on se dit ah bah oui, on a toujours, elle avait quelque chose, etc. Mais une fois que tout le monde l'a validé. Absolument, mais avant ça, en fait, ça reste un job, on m'a été confirmé là, on ne pas confirmé là. Mais je vis d'expérience et pour avoir fait le tour du monde aussi, avoir vu beaucoup d'agences, beaucoup de filles. Au départ, on ne voit pas les stars en fait, on voit juste un produit. Pourquoi elle? Qu'est-ce que l'adjectif qui ferait que elle vraiment est un marque à ce moment? Parce qu'elle est française comme moi. Okay. Et du coup, moi je suis basé à Los Angeles, j'ai eu la chance de rencontrer un grand nom, je ne sais pas. Et puis c'était elle, pourquoi? Parce que du coup, ça fait des années que je n'ai pas vu une fille comme ça. C'est incroyable, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu qui arrivent à ce genre de carrière. Et le renouvellement est dur parce que la concurrence internationale est énorme. On peut dire que ça a été un vrai coup de cœur artistique. Absolument. Vraiment une belle histoire, un coup de cœur artistique. Et puis on a grandi ensemble, on a fait le. Ah ben justement ce que j'allais dire, vous avez grandi ensemble. On a grandi ensemble, vraiment c'était magique. Hein. Moi je n'avais aucune idée de là où j'allais en fait. Du coup, quand j'ai rencontré Cindy, je me disais juste je trouve cette fille jolie, je vais l'aider. Je ne savais pas que j'aurais pu gagner ma vie, je ne savais pas que j'aurais pu avoir une carrière. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi j'ai grandi ne sachant même pas que styliste c'est un métier que j'aurais pu réaliser. Je n'avais pas de représentation non plus en me disant je peux faire ça, je viens d'un milieu défavorisé. Donc du coup, rêver aussi grand, c'était pas. Moi mon rêve m'a clairement surpassé. Et au-delà de votre relation amicale, quel rapport professionnel vous avez ensemble? Comment vous fonctionnez? En fait, elle me fait confiance parce que dès le départ, je suis la personne qui avait la vision et qui est toujours bien. On ne peut pas faire comme ça avec elle, il faut faire autrement. Et du coup, je me suis mis beaucoup de gens à dos quand même, qui ne voyaient pas ce que moi je voyais. Ou du coup aussi, il faut savoir que quand on arrive comme ça, et moi j'avais pas de nom, donc évidemment pour Cindy Bruna, on voyait le styliste de Rihanna, le styliste de Beyoncé, le styliste de whatever, Kanye, mais jamais moi qui du coup on disait écoute, il a pas fait Kate Moss, c'est Naomi Campbell, c'est ce qu'il fallait plus quoi. C'est ce que j'ai entendu et c'est vrai que rester aussi à côté d'une fille comme ça, c'est pas elle n'a pas le pouvoir de me garder. Et moi, je dois m'accrocher, travailler dur pour justement faire taire toutes les mauvaises langues qui disent que je ne suis pas assez bien, que je n'ai pas d'expérience. Ça, c'est hyper sincère, ton discours est hyper sincère et rare, justement parce que
c'est pas souvent qu'avec ce que tu as pu faire jusqu'à présent, par exemple si on suit sur les réseaux sociaux, on voit tous les éditos que tu as pu faire, les personnalités avec qui tu as travaillé, que tu me dises qu'il y a des gens qui disent encore que tu n'as pas bossé avec telle personne ou telle personne. Enfin, je veux dire, c'est assez énorme. Quand tu démarres, c'est vrai que une première chose qu'on voit, les stars, voir avec les stars, lui on ne le connaît pas, il n'est pas on n'a pas validé, il n'est pas aussi. Personne ne le connaît. Moi, quand j'arrive, je bosse avec une fille comme ça, personne ne me connaît. Et j'ai rien à leur montrer aussi pour pouvoir justement leur donner envie. En fait. C'est avec le temps, c'est le résultat qui a permis que j'ai cette place. Et alors avec elle, quand tu collabores, comment ça se passe? Tu lui donnes des conseils? Je lui ai donné beaucoup de conseils en me disant, parce que moi j'avais une vision, vous savez, moi je suis resté 1 an à l'hôpital. Donc du coup j'ai pu lire tous les magazines, regarder le parcours de tous les artistes, tous les top modèles auxquels j'ai pas eu ma chance. Et j'ai essayé d'aller me présenter à d'autres personnes qui m'ont pas donné ma chance, qui ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec lui, quoi, tu vois, on le connaît pas, il a pas fait ci ou ça. Je pense qu'au début, de toute façon, elle ne pouvait pas m'écouter de toute façon. Je pensais, très sincèrement, et comme je suis sincère, elle était jeune. À 20 ans, ce que j'avais en tête, elle-même ne pouvait pas le comprendre. Je projetais vraiment déjà quelque chose de très... Absolument. Tout ce qui arrive aujourd'hui, j'avais tout ça en tête. C'est-à-dire que je savais que ça allait amener ça allait amener ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se met dans le cinéma, je savais aussi que faire du cinéma. Parce que j'avais conscience aussi que, vous savez, une image, ça va vous permettre de faire des disques, ça va vous permettre de faire du cinéma. C'est fort mal pour Florent 10 ans et jamais avoir l'occasion de faire. Ça, c'est une réalité que j'ai vue parce que j'ai des amis artistes qui ont voulu chanter, qui ont voulu faire du cinéma et qui ne sont jamais arrivés. Comment tu considères que tu as fait évoluer son look, par exemple, son style sur les tapis rouges? Parce que moi, je me souviens clairement d'une robe à Cannes en 2022 où elle avait vraiment, je sais plus quelle, c'était, c'est pas Valentino, non, une robe rose poudrée. Gamatis Navali. Ah, c'est Gamatis Navali. Et je me souviens d'une vidéo où on te voyait dérouler la robe, elle, quand elle sortait de la voiture, et on se disait, mais qui va sortir et comment? Et on a vu son visage, et c'était, cette robe, elle était démesurée. Pourquoi ce choix, par exemple? Pourquoi ce choix? En fait, du coup, je me dis souvent, vraiment, là, je ne vais pas mentir, quand je travaille sur ce genre de moment, déjà, je me dis, il y en a qui partent avec beaucoup de chance, c'est-à-dire que leur nom, il est déjà très fort au point de nous mettre aux oubliettes. Donc, en fait, moi, mon challenge, c'est de frapper fort aussi. Voilà, moi j'ai vu tout le monde, hein, c'est-à-dire que quand j'arrive à... J'ai jamais été... j'ai eu la chance, en fait, du coup, c'est ce qui m'a aussi donné une expertise internationale de peu personnellement. J'ai eu la chance d'être présent, comme elle était très jeune, et qu'il fallait aussi tout façonner pour avoir ce résultat. On ne va pas se présenter comme ça, on peut l'avoir en fait, toute une mise en scène, plein de conseils à donner en amont, c'est les mois qui savons. Je vais beaucoup l'idée, il faut qu'on applique pour avoir ces moments-là en fait au final. Et Dieu merci, ça marche. Tu parles de quoi? Des conseils dans l'attitude, dans la façon dans l'attitude, de comment se présenter, de comment on descend de voiture, de comment on sourit, de comment il y a plein de c'est énormément de travail. C'est du travail. C'est du travail de façonner. Moi, j'avais envie de façonner une chasse, comme je voulais qu'elle soit forte. Parce qu'on peut avoir la beauté, on peut avoir tous ces accès-là, mais si tu n'as pas le petit extracteur sur lequel on travaille, je pense que la mission va tomber. J'avais une autre image aussi, elle avait un look mono, il me semble, très serré, très près du corps, avec un chapeau. Et tu m'avais dit, je crois, mais personne jusqu'à présent n'était allé comme ça en soirée avec un chapeau qui masque un peu le visage pour prendre des images. Pourquoi tu es allé dans cette direction? Parce que justement, il n'y a personne. Absolument. Le truc, c'est que moi, j'avais analysé en amont qu'en fait, il y a des chanteurs qui sont hyper connus, ils ont le droit de venir avec tous les artifices. Un chanteur qui arrive avec un chapeau, ça marche. Une actrice comme Angelina Jolie, ça marche. Un mannequin,
généralement, on dit qu'il n'est pas assez connu, il faut qu'on voit son visage, en fait. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de règle. C'est à nous de changer les règles, c'est à nous de proposer autre chose. Et ben, du coup, c'est vrai qu'elle faisait partie des premiers top modèles à se présenter, et encore pas top modèle, parce qu'en fait, évidemment, c'est pas Naomi Campbell. Donc, du coup, quand elle arrive et qu'elle est sur la pente d'être très connue et qu'elle arrive comme ça, c'est soit un gagnant, soit un match. Ça a très bien marché, ça fait partie de mes moments iconiques virales avec elle. Donc, je suis très fier. Et depuis que tu travailles avec elle, qu'on a vu, qu'on connaît ton travail, qu'on a vu l'évolution, est-ce que tu as été très sollicité par, je sais pas, d'autres maisons en termes de conseils ou d'autres talents? Et tu as constaté toi-même le chemin avancé? J'ai pu, en fait, c'est vrai que du coup, moi, j'ai pas pu regarder pendant très longtemps, parce qu'en fait, vous savez, quand on est sur une compétition internationale avec une Française, et on n'a pas beaucoup sur la compétition internationale, j'ai obligé de donner une exclusivité sur mon temps. C'est-à-dire que du coup, je me rappelle, j'ai The Voice UK qui m'appelle pour faire tous les stars que j'adore. Je me disais, waouh, c'est mon rêve et tout. J'ai pas pu y aller. J'ai pas pu le faire parce qu'il fallait que j'avais en même temps les dates de Cannes avec Cindy. Je partais au festival. Et donc, du coup, si j'avais accepté ça, ça aurait entaché l'impact qu'on a eu tous les deux avec notre chemin. Donc là, ça veut dire vraiment plein de choses sur le moment, parce qu'évidemment, les Français qui accèdent à ce que c'est des bonheurs, c'est bien la photo. Donc, du coup, obligé, je pense, moi, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai mis tout ça entre parenthèses, j'ai essayé de construire un nouveau modèle français et l'international à nous. Ça va être vraiment ce que j'avais envie de faire. Et t'imaginais, comme tu disais que tu projetais, t'imaginais comme ça qu'elle devenait ambassadrice qui a représenté la voix de beaucoup de personnes? Absolument, mais vraiment. Sinon, je ne me serais pas autant investi. Et je trouvais qu'elle avait le X Factor. Même quand, par exemple, elle n'était pas encore égérie L'Oréal, je me disais, tu vas la voir, t'inquiète pas, on travaille dur et je l'ai bien vu que voir. C'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un style que tu aimerais explorer avec elle ou encore faire? Ouais. Alors du coup, pour le coup, je pense que j'aimerais revenir à quelque chose de plus simple, parler de toutes les fioritures qu'on a fait sur les 10 dernières années. Un style plus 60, plus 50, plus dans l'élégance que l'impact. Bien que là, je trouve qu'on est l'élégance à l'impact, mais j'aimerais enlever l'impact pour lui laisser en fait au final son moment où ce sera plus sa personnalité. De toute façon, ça y est, la place est faite. Maintenant, entre guillemets, simplicité, elle n'a pas forcément besoin de, je sais pas, d'être hyper explosive. Voilà, exactement, c'est ce que je pense aussi. Et puis on en a fait beaucoup maintenant, sur les 10 ans que je l'ai accompagné, on en a fait beaucoup. C'est vrai qu'à un moment, c'est bien de bien. Mais je pense aussi que tout dépend de l'événement, tout dépend du moment. Je disais donc en intro que tu avais fait t'avais accompagné pas mal de célébrités, Alton Mason, Rihanna Lima, Farida Khelfa, sur des éditos entre autres, et Isabelle Fontana aussi qui est sur ces images-là. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un talent quand tu dois collaborer avec lui, quand tu dois l'habiller? Déjà, je trouve qu'on s'est choisi, c'est-à-dire que je passe j'ai jamais travaillé avec un talent sans avoir une discussion profondément avec le talent. Ça fait partie de ma signature, c'est-à-dire que si on n'a pas le temps de faire ça, j'ai du mal à faire le travail. Comme je suis quelqu'un de très honnête et très investi dans mon travail, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quel bout de chemin on va faire ensemble. Je suis pas très one shot en fait. Je trouve qu'on n'a pas de résultat sur un one shot. Donc aujourd'hui, quand on vient me solliciter pour avoir un impact sur un moment, il n'aura pas, je le sais moi au fond de moi, parce que je pense que l'impact qu'on crée, c'est le nombre de fois où on va travailler ensemble. En fait. Je ne pense pas qu'on va avoir un petit impact, mais on n'aura jamais l'impact à hauteur de nos espérances. Ça se travaille. Comment on te sollicite? Est-ce que par exemple, il y en a qui t'envoient un message sur Insta, je sais pas? Beaucoup, oui, j'ai beaucoup de chance en fait, du coup. Et ça, c'est un petit message aussi aux agents
Puis du coup, c'est vrai que c'est des talents qui viennent me chercher. Des fois, j'aimerais aussi quand même dans ce corps de métier qu'il y ait des gens quand même qui, je ne tacle personne, hein. Je pense qu'on a tous un boulot en fait. Quand on voit quelqu'un au travail qu'il est capable de faire, ça sert à rien d'aller chercher quelqu'un d'autre. Ou tu vois, il faut aussi aller à la source, se renseigner qui fait quoi. J'ai eu une expérience comme ça où j'ai une fille qui signe dans une agence de mannequin. Son copain le contacte du coup, et qui n'est pas, c'est pas son corps de métier du coup. Après qu'on lui ait présenté je ne sais combien de profils, lui, c'était sa muse en fait au final, c'est lui qui m'a contacté pour que je travaille avec elle. Et ce genre d'anecdote, je me dis en fait que c'est pas lui comme ça. Lui, il a vu. Lui, il a vu, justement, il voulait pour sa femme quelque chose de pas conventionnel, d'autre, et du coup il a reconnu ça dans mon travail. Et j'aimerais aussi que ce ne soit pas les copains, les filles qui reconnaissent mon talent. Mais est-ce que tu penses que c'est un truc d'ego vraiment dans ce milieu où un agent qui vient vers toi, c'est déjà un effort surhumain pour lui parce qu'il va te demander quelque chose? Oui, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Et de toute façon, c'est vrai que dans mon travail avec Sylvie, c'est pas un agent qui m'a appelé pour me dire oui, j'adore ton travail, j'aimerais que tu travailles sur mon nouveau talent. C'est moi qui ai dit j'ai envie de travailler avec toi et qui me suis approché complètement. On avait fait une interview, je le disais tout à l'heure, et tu nous avais dit que le vêtement est parfois plus fort qu'un talent. Est-ce que tu as vu des personnalités se métamorphoser à partir du moment où tu leur mettais un vêtement sur elles et peut-être se sentir plus forte? Absolument, vraiment, je t'avoue que c'est ce qui me fait rêver, qui me donne la distance, la charge. Tu vois à quoi Je le vois parce qu'en fait, du coup, il y a ce changement d'attitude, une fraction de seconde à observer et tout. Tu sens qu'il va rentrer dans un personnage, quelque chose, et vraiment, ça lui apporte quelque chose que moi, je ne sais pas à ce moment-là. C'est que je vais juste le déceler. Ça me fait énormément plaisir. Ah, ça te fait plaisir, ça quoi? Ça t'émeut aussi? Ça m'émeut, ça me fait rêver. Et surtout, c'est vrai que ça m'émeut énormément. Et puis, ça me nourrit. Ça me nourrit parce que je pense que vraiment, c'est tellement magique. Comme j'aime le rêve, la magie, tout ça, du coup, c'est des moments que tu ne t'attends pas, tu vois. Si je ne vois pas ça, je me dis t'es pas bon. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai pas été bon. Tant que je vois pas ça, je me dis je suis pas bon. Et donc, du coup, même si c'est la dernière minute, je vais dire on change tout. Ah oui, voilà, tu fais changer jusqu'à temps que change tout. S'il faut retarder les voitures, s'il faut faire retarder les gens qui attendent devant la porte, moi, perso, je trouve que je suis pas bon. Et du coup, moi aussi, cela m'a menti, c'est qu'on dise ah, quelle rappel et quelle mauvaise à ce moment. Donc, du coup, j'ai toute cette pression-là qui vient me parler. Et j'ai aucun mal à dire non, on arrête tout, stop, il faut tout changer. Et je l'ai fait d'expérience, je l'ai fait plusieurs fois. Et parce que si je vois pas ça, pourquoi je suis là? Est-ce que tu penses que pour eux c'est une thérapie? Je pense, parce que tout le monde a envie à un moment d'entrer dans un personnage, d'approcher cette espèce de perfection que toi-même tu ne crois pas en toi que tu peux avoir. En fait, le moment où tu le vois, je pense que ça te fait quelque chose. Je sais pas, ça te rend magique, quoi. Du coup, ça t'apporte cette dose d'adrénaline, de confiance en soi qu'au départ tu pensais ne pas avoir. Donc je disais aussi, tu as mis des sportifs, Achraf Hakimi pour l'officiel, le danseur et athlète Danidan. Le sport n'a jamais été aussi lié à la mode. Je crois qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a LVMH qui a signé un gros contrat avec Ferrari. Est-ce que le sport c'est une source d'inspiration pour toi? Alors, je mentirais si je dirais oui. Je vais pas, moi j'avais un papa qui me mettait devant des matchs de foot à longueur de temps, je volissais le sport. Et en fait, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens de ce milieu. Et du coup, quand je croisais un Neymar, je me disais waouh, ça c'est une superstar. Après, je croisais un autre, je me disais quand même, il faut qu'il travaille, ça va pas. Et du coup, j'ai un œil, pas qui juge, j'ai un œil qui a besoin de rêver. Donc en fait, quand je vois quelqu'un qui a un potentiel et qui ne l'exploite pas, ça me peine quand même. Ça me peine parce que je trouve que c'est une chance quand même d'avoir ça, que des millions de gens rêvent de ça.
Et du coup, quand on a la chance d'accéder à ça, ben, il faut perpétuer le rêve, quoi. Et de quelle manière tu arrives à sortir le sportif de sa zone? Parce qu'on les imagine un petit peu à braquer dans leur style. Est-ce qu'ils sont, en général, ceux avec qui tu as travaillé, ouverts à quelque chose de très différent? Moi, sincèrement, je ne me pose pas la question. J'arrive, quand je viens travailler, si je viens échanger avec un talent, c'est-à-dire que ben, je suis là pour lui apporter quelque chose, je suis là pour lui apporter, je fais abstraction de tout, des avis, tu sais, moi je suis là pour partager un moment avec cette personne, je suis là pour le sortir de sa zone de confort. Ouais, C'est c'est ça. une forte personnalité aussi là-dessus, et je sais pas, je pense que aussi que j'ai un peu de chance, c'est que les gens aujourd'hui qui viennent travailler avec moi aiment mon travail, ce qui est une chance en fait aujourd'hui. Donc ils viennent aussi partager un moment avec moi, comme je viens partager un moment avec eux en toute humilité. Et je pense aussi que si on n'apprécie pas ce que je fais, que si on veut me driver ou m'imposer des codes, moi je suis la mauvaise personne pour quelque chose. Oui, c'est vraiment ode à la liberté, quoi. C'est vraiment une ode à la liberté parce qu'on vient pour échanger un moment ensemble. Donc du coup, il ne faut pas se brider ou se mettre des barrières. On est là pour essayer des choses, regarder ce qui va upgrade ton potentiel le maximum. Donc du coup, on s'amuse en fait. Exactement. Je voulais qu'on parle de ton évolution stylistique, de ton regard sur la mode. Je voulais savoir, parole de styliste, qu'est-ce qu'il faut absolument esquiver dans la mode selon toi? Vraiment, entre guillemets, le fashion faux pas absolu. Moi, sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas de fashion faux pas du moment que tu essaies. Tu vois, les gens ils te pardonneront parce qu'en fait, les fashion faux pas permettent d'apprendre. Évidemment, moi, j'ai fait plein de fashion faux pas avant de maîtriser mon art. Et donc, du coup, Tu regardes des fois ton travail en disant mon Dieu, j'ai fait ça. Ouais. Évidemment, carrément, j'ai envie de pleurer certaines photos que je vois. Je me dis, oh, tu vois, mais ça me permet justement de toujours me remettre en question. C'est important de regarder ce que tu as fait avant, ce que tu fais aujourd'hui pour savoir ce que tu vas faire demain. Aujourd'hui, il y a des choses quand même, quand tu vois dans la presse ou dans les magazines, tu te dis, oh mon Dieu, ils ont fait ça, c'est pas possible, ou c'est plus possible. Moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est revoir les mêmes choses un peu partout. J'aime pas une tendance. Vous savez, moi, quand j'ai démarré 10 ans en arrière, on me disait, Michael, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? C'est trop, c'est trop. Et du coup, je me disais pas c'est trop, je me disais, écoute, essayons. Tu vois, on essaie, je ne suis pas figé. Et c'est en essayant plein de choses qu'on définit aussi sa ligne et sa vision. On parlait tout à l'heure de la liberté. Quelle autre valeur guide ton travail au quotidien? L'humilité. C'est-à-dire que, sachant qu'on va tous mourir demain et on va tous nous oublier, il faut que rien ne me monte à la tête en fait. Vraiment, je passe des très bons moments. C'est pas parce que j'ai été en soirée avec Rihanna que le lendemain je me prends pour Beyoncé. Tu vois, c'est un truc. Rien de tout ça ne me rend important. Ce qui me rend important, c'est l'amour que je reçois. C'est ce que j'échange avec les autres. Je dirais pas que ça me rend important, ça me nourrit. Simplement parce que l'importance, c'est nous qui nous la donnons, c'est pas les autres. Et comment je trouve que du coup, c'est pareil, il y a les différents niveaux, paliers, que c'est dans nos têtes tout ça. C'est vraiment c'est dans nos têtes. Moi je vois très bien, mais c'est vrai que parler d'humilité dans la mode, on a l'impression que c'est tellement aux antipodes. On a l'impression, en tout cas en termes d'image, on a souvent l'impression que c'est très snob. Donc c'est vrai que c'est intéressant que quelqu'un comme toi dise que non, c'est bon, il ne faut pas non plus déconner. C'est sûr, vraiment je pense que quand tu parles, moi je suis partie, quand je peux dire que oui, effectivement, j'ai déchanté un peu dans la mode. Maintenant je pensais que tout le monde était gentil, que tout le monde était cool, que tu vois, j'avais cette vision enfantine du job qui est hyper compétitif, hyper c'est pas, je dirais vraiment, si t'es pas passionné, si t'as pas une réelle envie ce sera compliqué.
c'est pas un métier facile, c'est pas un métier. L'artistique est compliqué, la lumière est compliquée, étant donné que tout le monde ça crée des envies. Ça crée des envies, voilà, exactement. Quelle est ta vision de la mode aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution particulière? Je trouve oui, effectivement qu'il y a quand même une évolution. On va parler d'inclusivité, aussi de liberté, parce qu'aujourd'hui les gens sont plus libres de faire un peu ce qu'ils veulent. On n'a plus à subir les dictats de telle ou telle grande personnalité. Tu vois, avant c'était un peu ça c'est le style d'aujourd'hui, tu dois faire comme ça, le chic c'est comme ça. Moi j'ai toujours eu, par exemple, moi je me pose toujours la question comment je définis un mot. Donc quand tu me dis chic, je me dis tu as ta version du chic, tu as ta définition du chic. Tous les gens ici ont une définition du chic. Moi j'ai ma propre définition du chic. Et donc du coup, c'est chaque personne montrons notre définition ensemble. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Comment tu les utilises dans tes choix au quotidien? Est-ce que tu les utilises d'ailleurs? Est-ce qu'ils t'inspirent? J'essaie vraiment de pas en fait, on reçoit tellement de choses. On voudrait être inspiré par l'autre, on voudrait faire comme l'autre, on voudrait arriver comme l'autre. Je pense qu'en fait, moi, j'essaie de me détacher de tout ça. Je regarde pas ce que fait l'autre pour pouvoir moi faire justement. Et je veux pas que ma vision soit dénaturée parce que je regarde les méthodes de travail. Ça, c'est sûr, c'est que quand je vais à une soirée de Beyoncé, où je suis plus obsédé à savoir comment elle travaille Beyoncé, comment elle va faire, plus que me faire pousser, que j'étais à la soirée, que j'étais à côté d'elle. Non, déjà c'est pas moi, et puis vraiment je suis très observateur. Donc du coup c'est vrai que partout je vais, je me nourris de l'environnement dans lequel je suis. C'est comme ça que j'apprends en fait. Tu sais, moi j'étais pas prédestiné à être dans tout ça, donc du coup je vais pas boire 10 verres de champagne histoire de faire la fête, ou tu vois, je me dis qu'est-ce que je vais apprendre de ça en fait. Et c'est vraiment comme ça que j'apprends tous les jours. D'accord. C'est vrai qu'Instagram c'est devenu le plus grand magazine maintenant, parce que et tu trouves quand même des inspirations, des influences de temps en temps? Oui, forcément, tu vois, je vais voir passer des croquis, des images d'avant, ou même des gens qui m'inspirent, tu vois, parce que moi je suis évidemment, il y a des gens qui m'ont inspiré. Karine Rothfeld, quand je prends un magazine, je n'avais pas besoin de voir son crédit, je savais que c'était elle. J'aime beaucoup Anna Rousseau, c'est ma première soirée fashion quand j'ai vu cette nana. Je me suis dit, ça c'est la liberté, tu vois. Parce que moi, je voyais les gens que je croisais, ils n'avaient pas cette liberté qu'elle avait. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'inspire par sa liberté aussi, de faire comme elle a envie, comme elle veut, et tout ça, ça me nourrit ma créativité, mais sans prendre de leur talent. En fait, ce que eux proposent leur appartient, je me dis toujours, ça ne t'appartient pas. À toi de créer ce qui t'appartient. En fait. C'est ta signature. Et ma signature, c'est très important pour moi de travailler sur ma signature. En fait, du coup, pareil, si je savais reconnaître Karine, je me disais, je veux me reconnaître Michael. En fait, du coup, je passe qu'on se dise, Michael il a copié Karine, ou Michael il veut faire comme Olivier, ou Michael il veut faire comme. Pas du tout, en fait. J'essaie déjà d'être soi-même, ça me condamne tous les jours. Quoi. Je trouve que la plus belle, être toi-même ou créer quelque chose, c'est déjà le plus gros combat avec toi-même. Ouais. C'est vrai que Esquive s'intéresse beaucoup aux jeunes, millennials ou à la Gen Z. Les questions écologiques, éthiques, même inclusives sont vraiment au cœur aujourd'hui, c'est ce qui les intéresse. Est-ce que c'est des enjeux qui influencent toi, ton travail? Absolument, je pense que du coup, moi, quand j'ai démarré, déjà j'avais une volonté de dépoussiérer, tu vois. Moi, j'ai jamais été, tu sais, même dans mon éducation, c'est-à-dire qu'on ne me dit pas, mais il faut faire comme ça et tu fais. Moi, je me dis, pourquoi je dois faire comme ça? Comment moi, je vais l'interpréter à ma façon. Tu sais, c'est hyper important de ne pas
c'est pas, il faut accepter les règles, il y a plein de choses qu'on nous dit qu'il faut faire comme ci, comme ça, mais du coup, il faut toujours réfléchir. Est-ce que ça m'est bénéfique? Est-ce que moi, j'ai envie de le faire comme ça? Parce que tu vois, on a tous une capacité de réflexion. Et donc, quoi, à ce moment-là, je pense qu'il faut l'utiliser vraiment, quoi, pas juste se servir de l'eau. Est-ce qu'il y a des jeunes designers que tu as repérés comme ça, que tu mettrais en avant? Oui, de toute façon, mon travail, c'est de donner aussi la visibilité aux nouveaux. Ça, c'est hyper important. Dans ma carrière, dans mon travail, j'ai toujours introduit les jeunes. Même quand on me disait, Mickaël, il ne faut pas faire mélanger comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Moi, je pars du principe, tu vois, j'aime pas les salades préfaites. Donc du coup, comme j'aime choisir mes ingrédients, j'ai jamais aimé, tu vois, si je veux pas de maïs, tu vois, je prendrai pas de maïs. Voilà, exactement. Donc pareil, je ne dis pas un bijou, un vêtement, et puis tout le monde mérite d'être vu, quoi, tu vois. Sinon, en fait, il n'y a pas, c'est même pas aider l'autre, je pense que tout le monde mérite d'être vu, et quand tout le monde a cette légitimité, ça à nous, c'est mon travail, c'est le travail de tous les stylistes d'amener justement tous ces deux designers à la visibilité. Et créer une marque éponyme, c'est quelque chose qui pourrait faire partie de tes projets? Sincèrement, non. Pourquoi? Parce que j'ai trop de respect pour tout ce qui crée, en fait. Du coup, j'ai tellement de respect pour les designers, pour les grandes maisons, pour tous ces gens qui viennent déposer. Moi, je considère que eux créent, moi, je le mets en vie. À partir de là, je vais faire leur travail, comme je pense que, du coup, mettre en vie, c'est un autre métier. Vraiment, je pense qu'on a, du coup, c'est le métier du styliste, c'est de mettre en vie les créations. Et je ne me sens pas légitime à créer, parce que, j'ai trop de respect. Je pense qu'un designer, c'est son bébé. Je considère que chaque pièce que je reçois, c'est comme un enfant qui l'avait accouché. Comme je me dis que je ne vais pas avoir un enfant, donc je ne vais pas accoucher. Ok. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui a envie de se lancer dans cette voie, dans le stylisme? Je pense que la vision est primordiale. Et puis surtout ne pas avoir d'expectation, tu vois. Aujourd'hui, quand on me voit, on se dit, Mickaël Carpin, c'est les footballeurs, c'est les top modèles, c'est les big soirées, c'est les vacances sur le yacht. Et en fait, tu sais, moi, j'avais absolument rien avec tout ça. Tout ce qui m'arrive, en fait, c'est le fruit du travail. Et donc, du coup, travailler dur, et en fait, c'est le travail qui va répondre et qui va t'amener certaines choses. Alors oui, il faut des rêves. Moi, je rêvais d'aller aux États-Unis, je rêvais d'aller sur les plus grands red carpet, je rêvais de... mais il y a plein d'autres choses autour des rêves que je n'avais pas rêvé. Et donc du coup, si moins tu as d'attente, plus tu auras de satisfaction. Et dernière question, quel héritage tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de toi? J'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui n'a pas fait de compromis. C'est-à-dire que pour arriver... quelqu'un de radical? Radical, qui ne fait pas de compromis, mais surtout qui est authentique et vrai, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que ce genre de talk où on se retrouve tous ensemble l'un face à l'autre, ça ne me ressemble pas. Je le fais parce que tu es plein de bienveillance. J'ai pas envie d'être un donneur de leçons, tu vois, parce que moi, j'en prends pas. C'est moi, je n'aime pas qu'on me dise... T'en es pas un, tu racontes... Oui, je raconte mon parcours, mais c'est vrai qu'on est venu me donner plein de leçons. On a dit, Mickaël, les stylistes en France, ils font pas comme ça, les stylistes en France, ils s'habillent pas comme ça, les stylistes, ils font pas comme ça. Et moi, dans ma tête, je me disais, écoute, dans ce cas-là, je tends un cercueil, et puis on t'aime dedans, tu vois. Il faut laisser les gens être qui ils ont envie d'être, et ne pas... moi, ma legacy, ce que j'aimerais rester, c'est la liberté, et surtout dire aux gens, amusez-vous, n'attendez pas d'avoir un accident ou être cloué dans un lit pour vous dire j'aurais dû. Ça, c'est important. C'est vraiment la signature de mon travail, et c'est ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est la personne qui, du coup, ne suit pas des règles à part celle qui a envie de m'écrire, en fait, de faire.
Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour ce talk. Je voulais savoir s'il y avait personne qui voudrait poser des questions à notre invité. Oui. Bonjour. Déjà, merci pour les partages d'expérience. Je voulais revenir un peu sur une rétrospective. Vous parliez de vos débuts avec Cindy. Donc, quand vous étiez encore assistant, j'aurais voulu savoir à quel moment et comment vous avez pu travailler, parce que je me dis que vous avez travaillé assez dur pour continuer à évoluer avec elle. Mais quels ont été les obstacles que vous avez pu avoir, parce qu'elle a commencé à mon avis à prendre aussi beaucoup d'ampleur. Et vous disiez vous-même qu'au début c'était compliqué. Comment vous avez gardé cette abnégation pour continuer à évoluer avec elle? Et est-ce qu'il y a eu des menaces entre guillemets extérieures où Cindy a été de plus en plus convoitée, par exemple? Est-ce que ça a été, c'est passé dans votre tête? Comment vous avez vécu tout ça? C'est compliqué, tu sais, en fait, ces questions-là, c'est un peu difficile à répondre parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses que j'ai envie d'occulter et pas me souvenir du tout. Parce qu'en vrai, vous vous doutez bien que, imagine quand tu rencontres un talent qui est émergent, qui commence à gagner énormément de notoriété et d'argent. L'argent fait les gens, tu sais tourner, tu ne sais plus en qui avoir confiance, tu sais plus comment faire, tu sais plus, moi j'étais pas préparé à tout ça, tu vois, moi j'ai jamais pensé à l'argent, moi je suis un artiste, donc il y a l'art me nourrit. Quand j'ai démarré avec Cindy, je savais pas que j'aurais pu gagner ma vie, que j'aurais fait le tour du monde, que j'aurais une valeur, et je ne savais pas aussi que des gens qui voient en quelqu'un une plus-value auraient des craintes. Tu vois, donc du coup, quand un talent avec une grande envergure comme ça commence à te faire confiance, beaucoup de gens, ça fâche beaucoup de gens, évidemment. Donc comment moi je survis là-dedans, je travaille. J'essaye de ne pas faire attention, même quand on me sabote et qu'on me coupe l'herbe sur le pied. J'ai un accident, tu vois, moi je suis un rescapé, je suis plus fort que ça, en fait. Du coup, tu vois, quand quelque chose m'arrive, je me dis, écoute, Mickaël, déjà t'as la chance de marcher, tu vois, donc c'est pas eux qui vont t'arrêter. Tu vois, ils sont pas assez forts. Et même quand ils pensaient qu'ils étaient plus forts, je me disais toujours ma bonne étoile, moi je fais de mal à personne. Comme je suis pas, j'étais pas sur l'aspect pécunier, tu sais, moi je suis pas sur la partie indirectement, mon travail faisait gagner, mais moi je ne savais pas, tu vois, donc du coup, je ne faisais pas de calcul, c'est les autres qui faisaient des calculs, donc au final, je m'accrochais et j'avais l'espoir que mon travail soit plus fort au point que tout ça s'arrête, tout simplement. Et puis il y a le moment, mais ça s'arrête jamais, hein. Je te rassure, ça ne s'arrête jamais. Plus ça monte, plus les dangers sont grands, tout simplement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de poser une question? Merci, Mickaël. Merci beaucoup pour le talk. C'est un super moment. Merci à toi. Et le prochain talk, c'est à 16h et on va parler de la culture hip-hop. J'ai tout un programme aussi. Génial, évidemment. Moi aussi, hein, tu sais, justement, moi je viens du quartier minoritaire. Ouais. Justement, je pense que le hip-hop, tu vois, c'est tous ces trucs-là au final dont je parle jamais, qu'on me pose pas de questions là-dessus, mais en fait c'est tout ça qui m'a sauvé, qui m'a aidé. Tu vois, moi je suis un garçon qui justement la musique, le hip-hop, tout ça, ça m'a vachement aidé. Il y a beaucoup de valeurs qui m'ont aidé à tenir le coup justement dans cette carrière parce que les gens de la rue, en fait, au final, ils ont quand même beaucoup de valeurs, et donc du coup le hip-hop, il y a tellement de valeurs, et puis du coup c'est aussi le style, le courant musical qui m'a clairement sauvé, hein, je ne vais pas clairement sauvé. Les grilles, ça te parle ou pas? Est-ce que Cindy pourrait mettre des grilles? Ah oui, absolument, ouais, même moi, et donc du coup ça fait partie, vraiment de toute façon j'ai un côté street qu'on peut reconnaître, et justement je pense que dans mon travail aussi, j'ai voulu rendre accessible, justement, je me dis tout le temps en fait c'est la rue qui répond.
Pourquoi je dis c'est la rue qui répond, peu importe les excentricités. Vous savez, moi je suis un garçon, j'ai essayé plein de choses, j'ai eu droit à plein de railleries, et c'est toujours la rue qui me répond. C'est-à-dire que la rue, elle me dit j'aime, comme la rue me dit j'aime pas du tout, tu vois. Comme aujourd'hui, on me dit, tu sais, dans le langage de la rue, ils me disent ça, t'es gros, ce que t'as accompli et tout, là où tu es aujourd'hui. Tu vois, et ça me fait plaisir parce que je suis devenu aussi, tu sais, un modèle pour tous les copains d'enfance. Que du coup, qui allaient pointer au chômage avec leurs petites pochettes et que je leur disais, moi quand j'étais jeune, en bas des tours, je serais journaliste. Ils rigolaient. Ouais, je me souviens de dire, ils rigolaient, ils me disaient, mais Mika, t'es pas comme nous, tu vois, qu'est-ce que tu racontes, nous, qu'est-ce que tu nous parles de journalisme tu vois, aujourd'hui, je suis ravi de recevoir leur message de la vie où on a grandi. T'as un modèle pour nous, tu vois, le bon et le chemin, il est incroyable. Et j'ai envie qu'ils rêvent, et justement, j'ai pas envie de leur raconter du bâton dans les roues qu'on a dit. Oui, tout ce qui voilà, se passe. Je veux qu'ils rêvent l'arrière-coulisse, en fait, je veux pas leur raconter, je veux qu'ils se disent, les enfants peut-être vont pouvoir accéder à ça, ou les voisins peuvent accéder à ça, si Mika l'a fait, nous aussi. Parce que c'est un chemin, il faut passer au-dessus de plein de choses. Voilà. Rester sur l'autoroute. Ouais. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi. Et merci à tout le monde d'avoir assisté au talk. Merci. D'avoir pris le temps d'écouter ça avec vous. Sachez que nous tous ici, aujourd'hui, c'est moi qui suis assis là, demain ce sera vous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, tu sais, ton rêve, c'est toi qui l'accomplis. Et je vais même finir sur une petite anecdote que vous allez adorer. Vous savez, moi, quand j'ai démarré ma carrière, je disais tout le temps à Cindy, moi je veux rencontrer Beyoncé. Il n'y a personne autour de nous, il n'y a aucune personne qu'on connaît qui va nous amener là. Pourquoi? Parce que quand Beyoncé est là, tout le monde veut son moment, tout le monde veut parler avec elle. Ça n'existe pas, tu vois, on ne va pas t'introduire, c'est la star des stars. C'est la première fois que j'ai pu voir autant d'humilité, c'est quand tu vois Beyoncé devant toi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de star, l'autre qui est star, il n'est plus star, c'est la star des stars. Et donc du coup, l'anecdote majeure qui m'est arrivée, justement, j'ai toujours dit les plus grands, c'est les gens qui ont plus d'humilité. Donc moi, c'est la date que je ne vais jamais oublier. On était le 23 septembre 2024. On a été à la soirée Star Davis où elle vient présenter son whisky. Encore une fois, moi, je vais à la soirée. Je me retrouve là-dedans. Il y a tout le monde. Bref. Moi, vous savez, je suis un garçon introverti et timide. Je ne vais pas courir dans la soirée Beyoncé. J'ai été une première soirée de Beyoncé. On n'avait pas droit au téléphone. Donc Beyoncé, elle n'est pas très loin. Je sors mon téléphone et mets le flash. J'ai Julius, le fameux garde du corps de Beyoncé à côté, qui m'a sauté dessus. J'ai failli me faire sortir et donc du coup il y a Beyoncé qui a dû faire un clin d'œil, j'ai pu rester dans la soirée. Ça c'est la première soirée, c'était le Renaissance party à Paris. Donc du coup, belle expérience quand même, vous voyez les gens humbles, ils viennent, ils sont gentils. Et là la soirée Star Davis, donc du coup, c'est vraiment pas pour me faire mousser, c'est vraiment pour vous dire les gens grands. À un moment de votre carrière, ils vont vous faire... Moi, vous savez, ce métier, des fois, je me suis senti rejeté. On fait comme si on ne me voit pas, ou je n'existe pas. Ou, tu vois, je vous avais dit une fois, il y en a qui mettent 10 ans avant de te dire bonjour. Ah et justement, oui, quand ils te disent clairement, mais même en voyant tous les jours, c'est le game, le job et tout. Et vraiment, cette soirée a tout changé pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Beyoncé, je ne me dis plus on m'aime pas, on me voit pas, c'est plus mon problème. Je n'espère plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va à cette soirée. Et donc, du coup, je pars de chez moi en me disant, oh là là, my God, je suis allé parler à Beyoncé, machin, tu parles, tu sais. Arrivé dans la soirée, je me recroqueville sur moi-même, je ne serais jamais allé. Et donc, du coup, on se retrouve, vous savez, dans les soirées de Beyoncé, tout est prêt, dès que t'arrives, on t'enlève le téléphone, et là, c'est pas... donc il y a Beyoncé à la soirée, puis il y a le carré VIP où Beyoncé va avoir sa team et tout. Très peu de gens y ont accès. Bon, bref, on arrive à rentrer avec les copains parce qu'ils connaissent l'autre ou l'autre et tout. Et à un moment, les copains, en fait, ils ont envie d'aller prendre un verre, l'autre il a envie d'aller aux toilettes. Moi, j'avais mis une botte à talonnettes qui me faisait hyper mal aux pieds, c'est-à-dire que je ne pouvais plus marcher, j'avais besoin de marcher comme un chameau, j'avais plus d'élégance.
Donc du coup, j'essaie de limiter mes déplacements et quand ils vont tous boire de l'eau et prendre un verre, je dis, je reste là, je vous attends. Mais j'ai peur en fait, parce que je me dis, attends, je suis dans le carré vide de Beyoncé, je vais me faire jeter là dans une seconde et ça va pas tarder. Et en vrai, j'ai Beyoncé qui vient me voir, qui vient me mettre hyper à l'aise, ce qui ne m'est jamais arrivé dans aucune soirée avec aucune personnalité, qui me met complètement à l'aise, qui me remercie d'être venu, mais j'ai vraiment eu une interaction de 2 minutes où justement je dis vraiment les gens les plus grands, c'est les gens avec le plus d'humilité, qui ne vont pas vous faire ressentir que vous êtes important, pas important, de la merde ou de l'or. C'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, pour 2025, vraiment c'est le médicament dont j'avais besoin. Voilà, tout simplement. Merci à toi pour l'anecdote. Ça fait Merci. C'est vraiment pour donner du courage à tout le monde. Parce que des fois, c'est vrai, on a l'impression que les gens sont impressionnants, qu'ils ne vont pas nous donner l'heure, entre guillemets, qu'on n'est pas assez bien, qu'on est personne comparé à ces gens-là. Et donc, du coup, oui, la majorité des gens qui étaient là, et vous pouvez retourner, ils ne vont pas vous donner l'heure. Mais la méga star, en fait, c'est peu qu'elle vous donne le moment que vous attendiez, tout simplement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci Merci à toi et merci à vous.